Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2750 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 2 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord celui de Eli Wahi, le jeune attaquant français de l'équipe de Lens. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, bon anniversaire à lui. Aussi l'espagnol Carlos Soler, le joueur du PSG, fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple Claudio Echeverri, jeune joueur argentin qui a joué la Coupe du Monde U17 là, il y a quelques jours. Donc il fête aujourd'hui ses 18 ans. Et concernant ce joueur, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous allez très prochainement entendre souvent parler de ce joueur parce qu'il y a le Here We Go de Fabrizio Romano concernant un transfert de ce genre du côté de Manchester City, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, tous les anniversaires aujourd'hui. À noter aussi que Loïc Rémy, qui est un ancien Marseillais, fête aujourd'hui ses 37 ans. Et une légende du côté de l'OM fête également son anniversaire aujourd'hui. En ce 2 janvier, c'est Basile Boli, fête aujourd'hui ses 57 ans. Souviens tous de son but en finale de la Ligue des Champions 1993. Un but de la tête qui avait permis à l'Olympique de Marseille de remporter l'unique Ligue des Champions remportée par un club français. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier. Donc aujourd'hui on est le 2. Donc hier le 1er janvier il y avait un match. C'était du côté de la Première Ligue. C'était hier soir entre Liverpool et Newcastle. Très grosse affiche pour commencer cette nouvelle année on peut dire. Il y a un match avec pas mal de buts. 6 buts dans cette rencontre. Et c'est Liverpool qui réalise la très bonne opération s'imposant 4-2 contre l'équipe de Newcastle. Donc les buteurs Salah doublé, un but du Jones et un but de Gakpo contre un but d'Alexander Isak et Botman côté Newcastle. Donc les statistiques sont totalement en faveur totale donc on peut dire de l'équipe de Liverpool. 63% de possession de balle, 34 tirs, c'est énorme pour 15 tirs cadrés dans ce match. Il y a eu 4 buts inscrits, il y a eu quand même 9 arrêts du gardien de Newcastle. Heureusement qu'il était là, même s'il a fait même s'il a pris 4 buts, il a fait quand même un gros match, sinon le score a pu monter à 7, 8, 9 buts inscrits par Liverpool tellement qu'ils ont eu de grosses occasions. Donc Newcastle est très efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts inscrits et les bonnes Red Solutions. On lui dit résolution par rapport à ce nouveau début d'année, on dit Red Solution par rapport bien sûr à cette équipe des Reds, cette équipe de Liverpool. Et juste par rapport à ce match, et c'est un record les gars, Liverpool a enregistré le XG le plus élevé de l'histoire de la Première Ligue, 7,53 ce soir face à Newcastle. Donc c'est quoi le XG? En gros c'est les stats, comme j'ai dit ils ont eu beaucoup d'occasions, plus de 34 tirs, 15 tirs cadrés. Et du coup normalement le numérique prévoyait au moins 7 buts. En gros chaque XG quand ça dépasse de 1, donc 1 XG c'est un but normalement que l'équipe doit marquer. Donc quand ça monte à plus de 7,53, normalement Liverpool aura dû marquer 7 buts hier, donc ils en ont marqué 4, mais on les aurait pu en marquer beaucoup plus lors de cette journée hier. Et comme j'ai dit c'est un record par rapport à un match avec le plus de XG de l'histoire de la Première Ligue. Donc Newcastle en comparaison c'est seulement 0,70, ils ont marqué 2 buts alors que Liverpool c'est plus de 7,53. Donc dans ce match les gars, donc Liverpool menait à 0, ensuite Newcastle égalisé, ensuite Liverpool a repris les devants avec il menait 3, ensuite 3-2, ils sont revenus Newcastle. Puis voilà, le score final est 4-2. Comme je dis, c'est un match de Première Ligue et ça commence très fort ce début d'année 2024 avec ce match spectaculaire. Et on va parler de Mohamed Salah parce qu'il aurait pu être le premier buteur de cette année, un but inscrit sur penalty. En gros, il ne l'a pas marqué. Alors voilà, il a eu un penalty à tirer et c'est le gardien, j'ai dit, le gardien de Newcastle qui a fait un arrêt tout simplement. Il a arrêté le penalty de Mohamed Salah. Donc Salah bien sûr était un petit peu déçu. Et c'est vrai que Salah niveau penalty, c'est pas trop ça, allez, moi je m'en pense, c'est les stats qui le disent. Donc Salah a raté 4 de ses 10 derniers pénaltys tirés avec Liverpool. Donc c'est quasiment c'est pas trop une bonne moyenne. On sait qu'il peut faire un petit peu mieux Mohamed Salah dans cet exercice. Mais bon, il a quand même marqué un but sur penalty hier, parce qu'il y a un autre penalty qui a été obtenu bien sûr par l'équipe de Liverpool. Mais bon, après cet échec sur penalty, donc il a déroulé bien sûr Salah. Donc il a marqué un doublé, une passe D. Donc voilà, ce penalty qui n'a pas marqué en première période a été oublié bien sûr par rapport à ce gros match qu'il a pu faire en deuxième période. De 49e minute, but, 78e minute, passe D et 86e minute, but sur penalty. Cette fois-ci il a marqué son penalty Mohamed Salah. Et actuellement il est en tête des 2 classements. Donc meilleur buteur de Première Ligue et il avait 14 buts, co-meilleur buteur avec Erling Haaland. Et meilleur passeur de Première Ligue, 8 passes D. Il est ex-aequo avec je crois c'est Oli Watkins qui a également à 8 passes D, mais on peut voir qu'il est premier des 2 classements, buteur et passeur D du côté du championnat anglais. Mohamed Salah. Et Salah, avant le match hier, il est à 149 buts inscrits du côté de Liverpool en Première Ligue. Donc il a marqué 2 buts, donc il vient de dépasser la barre des 150 buts. Il est même à 151 buts maintenant du côté de la Première Ligue. Et du coup, regardez, Salah est devenu seulement le 5e joueur à marquer plus de 150 buts en Première Ligue pour un seul club. Voilà, 151 avec Liverpool. Wayne Rooney, il en a marqué 183 avec Manchester. Thierry Henry, 175 avec
avec Arsenal. Hein. Kun Aguero, c'est 184 avec l'équipe de City. Et le recordman, c'est Harry Kane, plus de 213 buts avec l'équipe de Tottenham. N'oubliez pas que le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, c'est Alan Shearer qui doit être à 280 à peu près, mais lui il a marqué avec plusieurs équipes, hein, c'est pour ça qu'il n'est pas dans ce top 5. Toujours avec Salah, tiens regardez quelques photos bien sûr, et une photo de sa célébration. Regardez, il nous a fait cette célébration, une célébration un peu à la CR7 qu'il avait fait. Et là sur cette image là, Ronaldo venait de marquer un triplé contre l'Atlético Madrid, il a fait cette célébration, bras croisés sur un panneau publicitaire. Salah a un peu fait la même chose hier, tout simplement reproduire la célébration iconique de Cristiano Ronaldo. Et ce que j'ai pu mettre hier sur mon Twitter, pour ceux qui me suivent, donc s'il remporte la CAN, pour moi il sera le plus grand joueur africain de l'histoire, faut pas avoir peur de le dire, c'est vrai qu'il y a des très grands joueurs africains, donc que ça soit Eto'o, que ça soit Drogba, bon je vais pas tous les citer, bien sûr Roger Mila, tout ça, mais c'est vrai qu'il lui manque plus que la CAN vraiment pour valider peut-être ce titre, pour d'être le plus grand joueur africain de l'histoire, donc on verra, n'oubliez pas que la CAN les gars, ça commence dans exactement 11 jours. Et toujours avec Salah, donc j'ai dit il a 150, même 151 buts maintenant, du côté de Liverpool, et c'est bien sûr lui le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. On peut voir les autres, tiens, par exemple Steven Gerrard, lui il a marqué 120 buts en Première Ligue avec l'équipe de Liverpool. On peut voir tous les autres, ils sont à peu près à combien, tiens, même Sadio Mané classé 5e, lui il a inscrit 90 des buts avec Liverpool dans le championnat anglais. On continue toujours avec Liverpool, on va parler de Alisson Becker, qui a pris 2 buts hier. Bon, son équipe s'est imposée, c'est bien ça le plus important, mais c'était son 250e match sous les couleurs de Liverpool. Félicitations bien sûr au gardien brésilien. On va parler de Jürgen Klopp, avait perdu son alliance après le match de Liverpool ce soir, mais l'a retrouvé grâce au caméraman. Donc en gros, quand il a célébré le but, enfin pas le but, même la victoire en toute fin de match, donc il est au milieu de la pelouse, puis son alliance, donc sa bague est... En gros, elle est partie. En gros, elle n'était plus sur son doigt. Donc, bien sûr, il l'a cherché partout et il l'a retrouvé. On peut voir qu'il a embrassé, bien sûr, son bijou, qui tient à cœur, bien sûr, on peut le comprendre. Donc, concernant, bien sûr, Jürgen Klopp. On va parler, toujours de Liverpool contre Newcastle. Et Liverpool n'a plus perdu un match de Première Ligue contre Newcastle depuis le 6 décembre 2015. Ça fait plus de, maintenant, quasiment 9 ans qu'ils n'ont pas perdu à Liverpool contre Newcastle, que ça soit à domicile ou à l'extérieur. Regardez, tous les derniers matchs, que ça soit, match à domicile ou extérieur, il y a eu quelques matchs nuls, mais pas mal de victoires, mais surtout 0 défaite pour cette équipe de Liverpool qui réussit très bien contre l'équipe de Newcastle. Et du coup, Liverpool ouvre 2024 avec une victoire pour surtout prendre 3 points d'avance en tête, parce qu'on sait qu'actuellement c'est très serré en tête de la Première Ligue, et là ils prennent à plus 3 points d'avance par rapport au deuxième actuellement du championnat anglais. Et comment Jürgen Klopp a redressé Liverpool, donc tout d'abord un nouveau leadership, Van Dijk, Alexander-Arnold et Alisson sur les nouveaux leaderships de cette équipe après les départs de Mané et tout ça. Donc à milieu, Mané aussi, Anderson qui a quitté le club, Milner, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des nouveaux leader, on va dire, de cette équipe. Donc un milieu renouvelé avec Szoboszlai qui est arrivé, avec Endo et aussi McAllister qui est arrivé lors du dernier mercato estival. Un groupe qui refuse la défaite. Liverpool a pris 19 points quand il courait derrière le score. C'est énorme, c'est-à-dire que même s'ils prennent le premier but, bon, ça n'a pas été le cas hier, mais souvent ils arrivent à prendre des points, peut-être un nul ou même voir des victoires alors qu'ils ont été menés dans le match. Et Alexander-Arnold, défenseur et aussi milieu de terrain, il apporte beaucoup offensivement et tout ça font que Liverpool actuellement, ça fonctionne très bien. Et quand 2 Brésiliens font leur retour en field, Fabinho et Roberto Firmino sont passés voir leur ancien coéquipier de Liverpool hier soir. Les deux jouent du côté de l'Arabie Saoudite, l'un du côté de Al-Ittihad et l'autre du côté de Al-Ali. Et hier, ils sont venus voir leur ancien coéquipier du côté des Reds. Et du coup, le classement, ça donne quoi? Donc Liverpool en tête, 45 points. Donc du coup, 3 points d'avance sur l'équipe de Aston Villa, 42 points. Manchester City 3e. Manchester City a un match en retard. Donc si City s'impose lors de son match en retard, ils monteront à 43 points, ils seront à 2 points de Liverpool. Donc voilà, c'est ultra serré. Après, il y a Tottenham, 5e avec 39 points. Puis après, il y a un cru avec West Ham qui est 6e avec 33 points. Tiens, on va parler de Arsenal parce que là, on a parlé du match de Liverpool, c'était hier. Mais j'avais pas parlé hier des matchs qui avaient lieu dimanche. Il y avait 2 rencontres. On commence tout d'abord avec Arsenal qui jouait du côté de Fulham. Et souvenez-vous, Arsenal, le match avant celui-là, ils avaient perdu 2-0 à domicile contre West Ham. Ils enchaînent avec une deuxième défaite plutôt d'affilée. Cette fois-ci, du côté de Fulham, ils ont perdu Arsenal. Pourtant, ils menaient 1-0 et ils ont perdu 2-1. Donc, Jiménez et Red ont été les 2 buteurs côté Fulham contre un but de Bukayo Saka côté Arsenal au bout de 5 minutes de jeu. Donc, Arsenal commence à perdre des points. C'est pas bon, bien sûr, pour cette équipe. On sait, ils peuvent commencer fort. Puis, on sait que des fois, souvent, mais ils ont des trous d'air chaque saison. Ça avait été le cas la saison dernière. Pourtant, à un moment, ils avaient moins plus de 11 points d'avance sur City. Et City a quand même terminé champion. Là, c'est la même chose, les gars. Ça a un peu
peu le trou d'air, on peut dire. Pour l'équipe des Gunners, c'est Arsenal digère mal 2023, tout simplement, avec cette défaite qui avait lieu toujours en 2023. C'était dimanche, donc dimanche 31 décembre. Et voilà, c'est dommage surtout pour eux, alors qu'ils menaient quand même 1-0 dans le match. Ils ont perdu la rencontre 2-1 contre le voisin de Fulham. N'oubliez pas que les deux clubs sont dans la ville de Londres. On va juste parler de Saka, encore décisif. Donc, malgré la défaite, c'est lui qui a marqué côté Arsenal. Donc, 24 matchs, 9 buts et 10 passes décisives cette saison pour Bukayo Saka. Et le but de Raúl Jiménez contre Arsenal est son 4e lors de ses 4 derniers matchs pour l'attaquant mexicain qui a été, c'est lui qui a égalisé côté Fulham avant que Red donne l'avantage bien sûr 2-1 à son équipe. Et il y avait aussi un Tottenham Bournemouth, c'était également dimanche et Tottenham a fait la bonne opération en s'imposant 3-1. Donc Sarr a été buteur, Hugminson aussi, Richarlison a enchaîné les buts là ces derniers temps, lui qui avait marqué je crois 1 ou 2 buts seulement sur l'ensemble de la saison dernière. Donc là il enchaîne vraiment pas mal de buts ces derniers matchs, donc tant mieux pour lui. Donc les stats Bournemouth les gars, c'est plus de 24 tirs quand même, ils ont beaucoup tiré, le double, regardez, 12 tirs pour Tottenham et 24 pour Bournemouth. Mais voilà, c'est Tottenham qui a été beaucoup plus efficace en marquant 3 buts, alors que Bournemouth a marqué seulement 1 but. Dans le match, on va parler de Hugminson qui a été buteur et 20 matchs, 12 buts et 5 passes décisives cette saison. Il est beaucoup trop fort, on le sait de toute façon, bien sûr, c'est un très grand footballeur parce que chaque saison, il nous fait à chaque fois des belles saisons. Et c'est vrai qu'il fait déjà mieux, les gars, alors qu'on est à la mi-saison, il fait déjà mieux que sur l'ensemble de la saison dernière. Hugminson compte 17 contributions, donc j'ai dit 12 buts et 5 passes D, ce qui fait 17 buts où il est décisif en 20 matchs de Première Ligue cette saison, donc c'est déjà plus de ce qu'il avait eu lors de toute la saison dernière où il avait été décisif sur 16 buts, mais voilà, sur les 38 matchs, donc là il est déjà 17 buts en 20 matchs, donc voilà, il reste encore 18 journées, n'oubliez pas du côté de la Première Ligue pour l'équipe de Tottenham, et bonne année tout le monde, voilà ce qu'il a pu dire, bon comme j'ai dit, c'était juste avant qu'on passe en 2024, donc voilà ce qu'avait pu dire Hugminson. Et le gros coup dur pour Tottenham, tiens, c'est le buteur les gars, c'est Pape Matar Sarr qui avait été buteur, donc il est sorti sur blessure avec Tottenham cet après-midi, donc dimanche, donc la CAN débute dans moins de 2 semaines, donc on avait très peur pour lui et il a donné des nouvelles et c'est plutôt une bonne nouvelle, donc déjà voilà, il était bien sûr très déçu parce que c'est vrai qu'il pouvait être forfait. Et c'est quoi la bonne nouvelle, c'est que il a dit sur ses réseaux sociaux, plus de peur que de mal, on se voit à la CAN, donc en gros il sera bien présent bien sûr avec le Sénégal pour jouer cette compétition, donc bonne nouvelle bien sûr pour Pape Matar Sarr. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle blessure, même si ça va mieux pour Sarr, on sait que la liste est quand même très longue des blessés chez les Spurs. Ça regardez actuellement tous les joueurs blessés du côté de Tottenham et aussi Alejandro Veliz qui s'est blessé lors du match contre l'équipe de Bournemouth ce week-end. On va parler de Giovanni Lo Celso, donc il n'a pas marqué lors du match, mais il a été auteur de 2 passes décisives, le joueur argentin. Donc, comment dire, il est en grande forme sur ses 4 dernières titularisations. Bon, contre West Ham il n'a pas été décisif, mais on peut voir Bournemouth City et Aston Villa. Soit il a été buteur, soit il a été passeur décisif. Et lors de ce dernier match de l'année pour Tottenham, donc Hugo Lloris a fait ses adieux aux supporters de Tottenham. N'oubliez pas qu'il a signé dans son nouveau club de ce Los Angeles FC. Donc il a rajouté plus de 447 matchs et passé plus de 11 années passées au club. Donc voilà, c'est son adieu, on peut dire. Il a fait un petit message bien sûr aux supporters de Tottenham parce que maintenant c'est un joueur de Los Angeles FC. Voilà, on peut le voir déjà avec son nouveau maillot bien sûr, et il portera le numéro 1 du côté de ce nouveau club. Et Ange Postecoglou, le coach de Tottenham, il a dit Hugo Lloris entrera dans la légende de ce club. Il a été un professionnel et un gentleman absolu. Et c'est vrai que là, les dernières années ont été un peu compliquées jusqu'à qu'il perde sa place de titulaire, et c'est pour ça que logiquement il a pris après il a pris une autre option bien sûr de quitter cette équipe. On revient les gars sur ce classement de la Première Ligue. Je vais montrer le top 6 tout à l'heure, mais voilà, si vous voulez voir du top 7, donc enfin de la 7e place jusqu'à la 20e place, donc Manchester par exemple 7e et Chelsea a toujours à cette 10e position de ce championnat de Première Ligue. Aujourd'hui il y a un match, donc c'est West Ham contre Brighton, voilà, c'est ce soir à 20h30, c'est le seul match aujourd'hui en Angleterre. Et en Liga, c'est la reprise de la Liga. On sait qu'il y avait l'Italie, enfin le championnat italien, le championnat anglais qui se jouait là ces derniers jours, et le championnat espagnol reprend aujourd'hui mardi avec Retafe contre le Rayo Vallecano, la Real Sociedad contre Alaves et Valence contre Villarreal au programme aujourd'hui. Concernant le Real Madrid, il joue demain mercredi, le Barça eux joueront après-demain. Voilà, si vous voulez savoir quand joueront les deux autres grands clubs espagnols. On revient les gars sur la Première Ligue et regardez sur le bilan 2023. En gros, il y a tout là. Donc, le meilleur buteur en Première Ligue de l'année 2023, c'est Erling Haaland. Il a marqué 29 buts sur l'année 2023. Donc, il en a marqué 14 cette saison. Et le reste, c'était lors de la deuxième partie de saison dernière. Celui de plus de passes décisives, c'est Mohamed Salah, 15 passes D sur l'année 2023. Celui qui a fait le plus de sauvetages, c'est Bernd Leno, 159 sauvetages. Celui qui a le plus parcouru de kilomètres, c'est Bruno Fernandes, 451 km parcourus sur l'ensemble de l'année, bien sûr.
mais en première ligue. Le plus de tacles, c'est Palhinha. Le plus de, je sais pas, de passes réussies, c'est comment il s'appelle, c'est Dunk, un joueur de Brighton, a plus de 3400 passes réussies. Le plus de dribbles réussis, c'est Jordan Ayew, les gars. On peut voir le plus de minutes jouées, c'est un joueur de Aston Villa. Et le plus de chances créées, là, c'est de nouveau Bruno Fernandes, 133 occasions créées quand même. Donc voilà, vous avez le bilan complet sur l'année dernière, des joueurs les plus décisifs, on peut dire, du côté de ce championnat de première ligue. Toujours tiens, en Angleterre, il y avait aussi une journée de Championship hier. Regardez tous les résultats. Donc en grosse équipe, Leicester s'est imposé 4-1. Leicester, c'est les leaders, donc on les conforte leur première place. Ipswich qui est deuxième a fait 0-0 du côté de Stoke. Mais nous, on va parler d'une équipe, c'est Birmingham. Ça, c'était Leeds qui joue comme Birmingham. Leeds s'est imposé 3-0 et Birmingham, l'entraîneur, c'est Wayne Rooney. Et c'est une catastrophe en tant que coach de Birmingham. Donc 2 victoires, 4 nuls, 9 défaites depuis qu'il a pris l'équipe de Birmingham. Je me demande encore comment il peut être en place en tant qu'entraîneur. Il est arrivé, les gars, ils étaient 6e au classement. Ils sont 20e maintenant, l'équipe de Birmingham. N'oubliez pas qu'il a été viré il y a quelques mois de Washington DC United parce qu'ils n'avaient pas été qualifiés pour les playoffs de la MLS. Il arrive à Birmingham parce qu'il perd 14 places au classement. Donc voilà, ça sent très mauvais en 15 matchs. Ça sent très mauvais pour lui. Je me demande encore comment il peut être en place. Wayne Rooney qui floppe totalement en tant que coach. Et ce classement, donc toujours dominé par Leicester. 65 points, 10 points d'avance sur Ipswich. Et Southampton, 52 points. Donc voilà ce classement, bien sûr, de ce championnat de Championship, deuxième division anglaise. On va juste parler aussi d'un match de troisième division parce que c'est un match fou. C'était également hier à Wrexham contre Barrow. Et Wrexham s'est imposé 3-1. Et Barrow menait 1-0 à la première minute. Et Wrexham a remarqué 3 buts, les gars, dans le temps additionnel de la première période à la 45e plus 9, 45e plus 11 et 45e plus 13. C'est fou. Donc voilà, concernant cette équipe, il s'est imposé avec le doublé de Fletcher, qui est un ancien joueur, je crois, qui évoluait du côté de la première ligue il y a quelques années. On va parler du Japon parce que le Japon jouait également. C'est vrai qu'on se dit, mais c'est les clubs, c'est pas une trêve internationale, mais le Japon a joué un match pour se préparer pour la future Coupe d'Asie qui commence dans exactement 10 jours. C'est le 12 janvier prochain. Et le Japon vient d'infliger 5-0 à la Thaïlande pour son premier match amical de l'année 2024, un match de préparation. Et les 8 derniers matchs du Japon, voilà, je vais pas tous les citer, mais on peut voir quand même qu'ils ont battu des grosses nations comme l'Allemagne, qu'ils ont battu en Allemagne 4-1, la Turquie qu'ils ont battu 4-2, ou même le Canada, ou même la Tunisie qu'ils ont battu. En gros, ils ont tout gagné. De toute façon, voilà, le Japon, donc une équipe grande favorite pour remporter, bien sûr, cette Coupe d'Asie. C'est que sur cette, vu que là on est en 2024, il y a les 4 grandes compétitions. Tout d'abord, l'Asian Cup, je dis la Coupe d'Asie qui commence du 12, donc dans 10 jours, là jusqu'au 10 février, ça sera la finale. La CAN, bien sûr, donc ça commencera le lendemain de la Coupe d'Asie, ça sera le 13, donc là dans exactement 11 jours, jusqu'au 11 février, il y aura l'Euro du 14 juin jusqu'au 14 juillet, un mois, et la Copa qui commencera une semaine après l'Euro, donc le 10 juin, mais qui finira la finale en gros de l'Euro et de la Copa América, ça sera le même jour, le 14 juillet prochain, donc voilà, 4 grandes compétitions sur cette année 2024, et bien sûr je parlerai de tous les matchs, on va commencer bien sûr déjà avec les 2 compétitions là au-dessus, qui vont commencer là d'ici quelques jours. Et concernant la Coupe d'Asie, je dis qui démarre dans 10 jours, et officiel, 6 joueurs de Ligue 1 sont sélectionnés pour la Coupe d'Asie. Donc Kang In-lee, joueur du PSG, a été appelé avec la Corée. Minamino, Ito et Nakamura, ces 3 joueurs ont été appelés avec le Japon. Et on peut avoir 2 autres joueurs également appelés pour participer tout simplement à cette Coupe d'Asie. Concernant la CAN qui commence également dans pas longtemps, 11 jours exactement. Donc officiel, tu as la liste du Ghana pour la CAN parce que le Ghana n'avait toujours pas officiellement dévoilé sa liste. Ça y est, on connaît tous les joueurs appelés. Donc les gros joueurs sont présents. Mohamed Kudus, il est là. André Ayew, il est là. Inaki Williams, il est là. Jordan Ayew, il est là. Qui pourrait rajouter Lamptey. Mais il manque quand même un gros joueur, les gars. C'est Thomas Partey, qui est forfait pour la CAN. Thomas Partey, joueur de Arsenal, il n'est pas présent. Donc en gros, c'est pas que l'entraîneur ne l'a pas pris, c'est surtout qu'il est blessé. Et voilà, c'est pour ça que du coup il est forfait. De gros coup dur, bien sûr, quand même pour l'équipe du Ghana qui perd quand même. Thomas Partey. Et officiel, quand même 5 joueurs de Ligue 1 sont sélectionnés avec le Ghana. Donc Salisu, Seydou, Ayew, Abdul Samed et Noama, un joueur de Lyon. Voilà, c'est ces 5 joueurs-là qui iront avec la sélection ghanéenne. Et on va parler de André Ayew, un sélectionné pour le Ghana. Je vais montrer, regardez, il est parmi les attaquants, bien sûr. Donc avec la CAN 2024, André Ayew, 34 ans, peut battre de nombreux records s'il effectue les 3 matchs de sa poule.
Il deviendra le joueur le plus capé de l'histoire de la CAN. Donc meilleur buteur encore en activité de l'histoire de la CAN. Il faut dire que c'est une légende totale. Hein. Il peut aussi devenir le premier joueur africain à inscrire un but lors de 7 éditions différentes de la compétition. C'est sa 7e CAN qu'il va disputer. Donc voilà, il a pas mal de records. Si déjà il joue tous les matchs de poule, plus s'il est qualifié, s'il marque des buts, il y a moyen qu'il batte vraiment pas mal de records. Hein. André Ayou. Donc voilà, concernant bien sûr l'ancien Marseillais. On va parler aussi de la liste de la Guinée équatoriale. Je ne l'ai toujours pas montré, ça y est, elle a été dévoilée. Voici tous les joueurs convoqués bien sûr concernant cette CAN. Toujours avec cette compétition, ça c'est un gros coup dur pour l'Algérie et pour Amine Gouiri parce que c'est officiel, Amine Gouiri blessé est forfait pour la CAN. L'attaquant rennais du coup ne disputera pas la CAN, mais il ne disputera pas non plus de match avec Rennes vu qu'il est blessé. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur bien sûr pour lui. N'oubliez pas qu'avant il jouait avec l'équipe de France Espoir, il a choisi de représenter l'Algérie. Il allait participer à cette compétition parce que Djamel Belmadi l'a convoqué et puis du coup il ne peut pas jouer. Hein. Il a dit à tous les supporters algériens et plus généralement tout le peuple algérien: je n'aurais jamais voulu écrire ces lignes, hein, mais je dois malheureusement déclarer forfait pour la CAN avec l'équipe nationale d'Algérie. Un vrai crève-cœur pour moi qui était impatient de disputer cette compétition et de représenter mon pays. Je serai désormais le premier supporter des Fennecs. Je suis sûr qu'ils rendront fiers de notre peuple. Donc voilà, on lui envoie bien sûr beaucoup de force hein, parce que c'est dur hein, bien sûr pour lui. Il voulait absolument bien sûr participer à cette compétition. Toujours tiens du côté de l'Algérie, c'est officiel également. Mohamed Amoura, un joueur de l'Union Saint-Gilloise, est suspendu pour accumulation de cartons jaunes pour la rencontre de l'Algérie face à l'Angola durant la CAN. Donc je crois que ça va être le premier match de l'Algérie. Du coup, il ne pourra pas jouer ce match parce qu'il sera suspendu pour cette première journée de la CAN, mais il sera dispo bien sûr pour bien évidemment le deuxième match. Concernant le Cameroun, on va parler d'un Marseillais. François Muguet n'ira pas à la CAN. Pourtant, il a été convoqué par le sélectionneur Rigobert Song et il refuse en gros. Donc le jeune ailier de l'OM a préféré rester à Marseille et décliner la convocation du Cameroun. L'OM explique que cette décision est un choix du joueur. Hein. Il n'a reçu aucune garantie de temps de jeu. La fédération camerounaise pourrait saisir la FIFA pour demander la suspension du joueur tant que le Cameroun sera encore en compétition dans la CAN. Voilà, concernant ce joueur les gars, du coup il s'est dit je vais pas aller jouer avec le Cameroun parce que j'aurai certainement pas tant de jeu, je vais rester à Marseille parce que vu qu'il y a pas mal de joueurs en plus qui iront à la CAN, j'aurai peut-être du temps de jeu, voilà en gros ce qui se dit hein. Donc concernant ce joueur de l'OM, enfin qui restera du côté de Marseille. Amine Harit tient toujours avec la CAN, donne ses 3 favoris pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Il a dit c'est le Sénégal qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique, hein, donc ils sont favoris hein, bien sûr. Hein. Après je pense qu'on a une très très bonne équipe nous aussi. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui organise la compétition, donc il va falloir les prendre au sérieux. Il y a énormément de pays avec de la qualité, mais une CAN ne se gagne pas avec de la qualité. Hein. Il y a de l'abnégation, de la détermination et du mental. Ce sont ces choses-là qui font la différence et je pense que ça se vaut, c'est vrai, hein, qu'elle va être très relevée, hein, bien sûr, cette CAN. Et c'est vrai qu'il n'y a pas comme un grand favori, bon, peut-être une ou deux équipes, mais vraiment il y a... voilà, il y a au moins, je pense, 6, 7, 8 équipes qui peuvent remporter cette CAN, hein, tellement qu'il y a des effectifs vraiment avec de gros talents. Et Amine Harit, il a dit, hein, ça va être une très belle CAN dans un pays comme la Côte d'Ivoire où les infrastructures ont été travaillées pour donner ce standing à la CAN et ne plus prendre cette compétition à la légère. Ça va être une très très belle compétition, voire l'une des meilleures CAN de l'histoire. Donc voilà, on a hâte bien sûr d'être au 13 hein, pour commencer à parler, commencer à regarder bien sûr les matchs. Moussa Niakate sur les favoris à la CAN, donc lui c'est un joueur sénégalais, il a dit c'est impossible de se cacher hein, quand tu es le Sénégal. De toute façon, on ne veut pas se cacher, on va assumer notre rôle de favori. C'est vrai que le Sénégal est favori, en plus c'est eux qui ont gagné la dernière compète. Hein. La Côte d'Ivoire, le Maroc sont également favoris. On peut dire ce qu'on veut, mais il y a les Algériens qui ont aussi une équipe magnifique. Donc voilà, hein, ce qu'ils pensent. Hein. C'est un peu les mêmes à chaque fois nations hein, qui sortent du lot par rapport aux équipes favorites, mais c'est pas que tes favoris que tu remportes bien sûr une compétition. Après la vérité, ça se passe sur le terrain. Vincenzo Maresca, c'est le coach de Leicester, qu'on a parlé tout à l'heure, Leicester qui s'est imposé 4-1. Donc hier il y avait un match, il a quand même décidé de laisser 3 internationaux africains convoqués pour la CAN afin d'éviter des blessures. Ça c'est vraiment un beau geste de sa part. Voilà, donc du coup il ne les a pas fait jouer, comme ça ils pourront rejoindre tranquillement leur sélection sans blessure, hein, voilà, une blessure dernière minute, voilà, tu peux louper la CAN. Donc voilà, concernant bien sûr le coach de Leicester. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur cette CAN hein, qui démarre, n'oubliez pas, dans 11 jours. Et dès que j'ai des infos, je dirai aussi des nouvelles dans les prochains jours. Bref, on continue les gars, donc on est passé, on le sait, en 2024. Il y a quelques photos de ce qu'ont fait les joueurs, quelques footballeurs lors du réveillon comme Thomas Müller qui a passé bien sûr cette soirée avec sa femme. On peut voir là Chiesa avec Vlahovic,
deux joueurs du côté de la Juventus Turin, la famille Léo Messi, actuellement Messi toujours en vacances, enfin en repos, il est en vacances depuis novembre, hein, depuis la dernière journée de la MLS. Hein. Cristiano Ronaldo, donc lui, il a passé ces jours-là de repos du côté de Madère, hein, sa ville natale du côté du Portugal avec sa copine Georgina Rodriguez. Lewandowski, donc voilà quelques photos de Lewandowski qu'on a pu voir, hein, sur les réseaux sociaux. Donc il a fêté bien sûr avec Anna Lewandowska, sa femme tout simplement. Et n'oubliez pas qu'on est maintenant le 2 et le mercato est ouvert, hein, depuis avant-hier, depuis qu'on est passé sur cette nouvelle année. Et quelques transferts, tiens, normalement, enfin pas normalement, mais transferts hivernaux. C'est vrai qu'en été, c'est où se passent les plus gros transferts, mais il y a déjà eu quand même quelques beaux transferts, on peut dire. L'hiver, hein, comme Salah, les gars, qui est passé de Bâle à Chelsea, c'était en janvier 2014. Victor Valdés du Barça à Manchester United en janvier 2015. En janvier 2012, c'était Patrick Bamford, de Nottingham Forest à Chelsea. Kallström, qui est ancien joueur de Lyon, les gars, il avait passé de Spartak Moscou à Arsenal en prêt. C'était en 2014, en janvier, hein, toujours c'est en janvier, les gars. Gonzalo Higuaín, il avait passé de la Juventus à Chelsea en prêt, c'était en janvier 2019. Il y a aussi Kevin Prince Boateng, les gars, de Sassuolo au Barça, c'était en janvier 2019. Ou par exemple Adebayor de City au Real Madrid en 2011. Ou même Carlos Vela de Arsenal à West Bromwich en 2011. Donc voilà. Il y a eu aussi Van Dijk, par exemple, un gros joueur, hein, qui a été transféré également lors d'un mercato hivernal. Donc même si, je dis, l'estival reste le plus gros mercato, il va se passer des choses là jusqu'au 1er février prochain. C'est la période de transfert et on va parler, tiens, et c'est officiel concernant le PSG, première recrue du Paris Saint-Germain sur cette année 2024. Donc pour ceux qui me suivent tous les jours, vous en doutiez, cette équipe, parce que j'en parle beaucoup ces derniers jours, mais voilà, cette fois-ci c'est signé, c'est officiel. Lucas Beraldo signe du côté du Paris Saint-Germain. Donc le défenseur brésilien a signé pour les 5 prochaines années jusqu'au 30 juin 2028, hein, je pense. Moi je pensais ça, son contrat. Donc bref, montant du transfert 20 millions d'euros que récupère l'équipe de Sao Paulo, son ancien club. Donc oui, c'est bien 2028, voilà, c'est marqué. Donc le Brésilien portera le numéro 35, il a déjà ce numéro-là à Sao Paulo, il garde ce numéro 35, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est un défenseur central gaucher, hein, Beraldo, donc voilà. Et sur son transfert au PSG, sa première déclaration: je suis très fier de rejoindre un grand club comme le PSG, j'ai hâte de porter ce maillot. Il a déjà participé à au dernier entraînement du PSG. Bon, je pense pas qu'il jouera demain le trophée des champions contre Toulouse, parce que je sais pas s'il sera enregistré, mais par exemple il devrait faire ses débuts dimanche prochain, là, déplacement à Revel, hein, c'est une équipe de Régional 1 Coupe de France, mais il devrait jouer ses premières minutes du côté du Paris Saint-Germain. Lucas Beraldo, on parlait beaucoup de Beraldo, hein, lui c'est officiel aussi, de Moscardo, et Moscardo ça coince un peu, hein, parce que Gabriel Moscardo, qui doit rejoindre le PSG cet hiver, hein, devrait être éloigné des terrains pendant 3 mois suite à une opération du pied. Et c'est un coup dur, hein, parce que le PSG veut des joueurs qui soient aptes directement. Et lui, en gros, il a dit, hein, sur ses réseaux sociaux, il a dit, hein, sur son compte Instagram: je voudrais annoncer à tout le monde ma décision dans les prochains jours. Je vais subir une petite opération du pied gauche. Après des tests récents, il semble nécessaire d'avoir cette opération préventive qui devrait me tenir hors des pelouses pour les 3 prochains mois. Donc cela me permettra de revenir plus fort et de poursuivre mon rêve et ma carrière, indique le joueur sur Instagram. Donc cette opération devrait repousser du coup son transfert au PSG. Le PSG veut bien recruter ce joueur, mais au lieu qu'il vienne cet hiver, il pourrait peut-être venir l'été prochain plutôt, parce qu'en gros, il va être forfait les 3 prochains mois. Moscardo. Donc du coup, le PSG cherche un autre milieu de terrain, et du coup, il y a ce nom, les gars, il y a Calvin Phillips qui prend une grosse ampleur du côté de Paris par rapport à une arrivée, hein. Donc Newcastle également intéressé. Donc le PSG est en pole position avec Newcastle pour signer Calvin Phillips, un joueur qui joue peu comme du côté de City. Les gars, un petit rappel: Phillips, 28 ans, c'est un joueur de Leeds. Donc joueur de City depuis 1 an et demi. Depuis 1 an et demi, il a joué seulement 31 matchs, qui fait 911 minutes, soit 10 matchs complets en 1 an et demi. 10 matchs complets en 1 an et demi. C'est pas beaucoup, hein, c'est même très peu. Donc il a marqué seulement un but, il a une blessure, absent 18 matchs. Bonne pioche, vraiment, je ne sais pas. Mais voilà, le PSG, vu que Moscardo du coup blessé, le PSG veut un milieu défensif dès ce mercato, il pourrait aller chercher plutôt Calvin Phillips. Peut-être en prêt, ça peut être un prêt de 6 mois bien évidemment, hein, et puis après avoir Moscardo pour l'été prochain. Mais voilà, Phillips est ciblé par l'équipe parisienne. On sait que c'est plutôt rare, hein, de voir des joueurs anglais du côté de Paris. Il y a eu David Beckham à l'époque, peut-être Phillips, hein, pourrait devenir également un joueur anglais, hein, du côté de Paris. Bref, on verra. On va parler de Mbappé, désormais libre de signer un pré-contrat dans un autre club. Là, Mbappé, en ce 2 janvier, il peut signer, hein, s'il veut un pré-accord, par exemple au Real, à la Juventus, je sais, je dis au pif, hein, bien sûr, mais voilà, vu qu'il rentre dans les 6 derniers mois de son contrat, il peut se mettre d'accord, bien sûr, pour une arrivée l'été prochain dans le club qui souhaite Kylian, hein. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, les gars, qui sont en fin de contrat.
dans moins de 6 mois maintenant, le 30 juin prochain, regardez tous ces joueurs. En joueur français, il y a quand même Mbappé, il y a Rabiot, il y a Ben Yedder, il y a Martial, il y a Giroud. Il y a aussi Jorginho, Espinazzola, bon je vais pas tous les citer, il y a Thiago Alcantara, il y a Eric Marquinhos, Choupo-Moting, il y a Toni Kroos, il y a Modric, il y a Nicolas Pepe, Kinsey Promes, il y a je sais pas Lindelof, Thomas Soucek a prolongé lui du côté, j'ai vu je crois sa prolongation, je parlerai peut-être demain, mais voilà c'est officiel. Et Batshuayi ou même Luka Jovic, ils sont tous en fin de contrat en fin d'année, donc voilà il y a quand même des bonnes pioches à aller chercher pour que ce soit des clubs français ou même des autres clubs européens. On va parler de l'OM est intéressé par Matic et garde un œil sur la situation du Serbe qui devrait bien quitter l'équipe de Rennes là, sur ce mercato. Donc Lyon est également dans le dossier et même plus avancé que l'Olympique de Marseille. Donc voilà, ça pourrait être soit l'OM, soit l'OL le futur de Matic. Manchester United ne levera pas l'option présente dans le contrat de Raphaël Varane. Donc Varane il est en fin de contrat. En fin de saison, c'est qu'il n'a pas été dans la liste là. Non, mais il est bien en fin de contrat, voilà. Varane. Et du coup, il avait une option que Manchester ne lèvera pas, une option en gros d'une année de plus, en gros jusqu'en 2025. Et donc en gros, il sera libre. Hein. Donc les Red Devils ont pris cette décision car ils ne veulent pas poursuivre au salaire actuel. Hein. Le Français touche 390 000 € par semaine du côté de Manchester, alors qu'il ne joue pas. Et bien sûr, c'est un problème. Hein. Donc c'est pour ça qu'il devrait quitter tout simplement ce club. Après, il peut prolonger s'il accepte de descendre son salaire. Là, ça peut être une possibilité, mais s'il souhaite garder encore ce gros salaire-là, ce ne sera pas Manchester United. Hein. Et il y a des clubs qui peuvent lui donner ce salaire et même voir plus. Hein. C'est l'équipe de Al Ittihad, l'équipe par exemple où joue Benzema, et Al Nasser, l'équipe où joue Cristiano Ronaldo, sont intéressés par la signature de Raphaël Varane. On va parler aussi de Dybala, les gars, qui a 30 ans, dispose actuellement d'une clause libératoire de 13 millions d'euros seulement dans son contrat pour les clubs étrangers, annonce la Gazzetta italienne. Donc l'AS Roma se réserve le droit de refuser les offres des clubs italiens, mais il ne pourra rien faire si le joueur veut partir à l'étranger pour un club qui a activé la clause. Donc par exemple si l'Inter propose 13 millions, donc l'AS Roma a le droit de dire non, je pense qu'ils diront non, hein. Mais si c'est un club, je serais un étranger, on va dire tiens le PSG au pif, hein. Le PSG qui pose 13 millions, si Dybala dit oui, il veut rejoindre le PSG, voilà, le transfert se fait pour 13 millions d'euros. Donc voilà, sur ce mercato-là, c'est pour ça que je pense qu'il y a des chances peut-être qu'il quitte l'équipe de l'AS Roma, quand on sait bien sûr le faible montant quand même de sa clause libératoire. L'AS Monaco accélère sur le dossier Thilo Kehrer, l'ancien parisien, joueur du côté de West Ham. Moi, il joue très peu cette saison. Il devrait revenir peut-être en Ligue 1 et c'est l'AS Monaco, les gars, qui est très avancé pour tout simplement signer Thilo Kehrer. Claudio Echeverri, on a parlé tout à l'heure de son anniversaire, 18 ans aujourd'hui pour lui. Donc à City, c'est le Here We Go de Fabrizio Romano. Il rejoindra le club en janvier 2025, tiens, dans un an, quasiment peut-être jour pour jour. Hein. Il arrivera du côté de City, là il va être encore prêté toute l'année du côté de Manchester City pour encore prêté plutôt du côté de River Plate, désolé, et après il arrivera du côté de City, donc voilà, une pépite, hein. Fait penser un peu à Julian Alvarez qui a fait un petit peu la même chose. Il est arrivé très jeune, il avait été prêté déjà à River Plate, Julian Alvarez, et il est arrivé à City, maintenant il performe. Ça sera peut-être ils essaient de refaire le même coup, mais cette fois-ci avec le jeune Echeverri, qui était pisté par pas mal d'équipes, dont le Barça qu'il voulait, et du coup c'est bien City où il va signer, d'après Fabrizio Romano. Officiel à seulement 32 ans, Yanis Salibur annoncé hier la fin de sa carrière. Passé par l'équipe de France U17, U18, U19, il a été formé à Lille et a notamment porté les couleurs de Guingamp pendant 4 ans. Plus de 100 matchs de Ligue 1 et 100 matchs de Ligue 2 à son actif. Et en gros, il annonce tout simplement. C'est un grand ami d'Eden Hazard, par exemple. Donc il a annoncé à seulement 32 ans mettre un terme à sa carrière. On lui souhaite bonne continuation dans la suite de ce qu'il va entreprendre, bien sûr, pour son après-carrière. Officiel, Donny van de Beek est prêt à l'Eintracht Francfort. J'en ai parlé aussi il y a quelques jours. Le Here We Go de Fabrizio Romano. On attendait bien sûr le passage à l'année 2024 pour que ça soit officiel. C'est fait. Lui qui jouait quasiment jamais à Manchester United rejoint l'équipe de Francfort. Donc en prêt avec une option d'achat de 11 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Là. Donc en gros en fin de saison, Francfort soit ils payeront cette somme de 11 millions, soit il retournera à Manchester United. Donc tant mieux pour lui, comme ça il pourra rejouer bien sûr, parce que il y aura beaucoup moins de concurrence à Francfort que du côté de Manchester United. Une photo de Neymar. Donc Neymar, nouvelle coupe et nouvelle coloration de cheveux pour Neymar. C'est du renouveau pour Neymar pour cette année bien sûr 2024. N'oubliez pas qu'il est blessé jusqu'au mois de septembre. Neymar qui a été opéré, mais toujours rétablissement pour lui. On va parler de Ronaldo, offrir une Rolex au chanteur Luan Santana pour le remercier d'être venu pour l'anniversaire de sa mère. Donc déjà Ronaldo à sa mère lui a offert une magnifique voiture. Je sais plus, je crois que c'était une magnifique voiture. Et pour le chanteur, parce qu'il a invité un chanteur qui est venu pour l'anniversaire
de sa mère lui a offert une magnifique Rolex. Bon, je connais pas le prix, mais bon, je pense que ça doit monter à plus de peut-être 90 000 euros, bien sûr, la Rolex, parce qu'il y en a qui coûtent peut-être 10 000 euros, mais il y en a qui coûtent beaucoup plus cher. Donc voilà, le magnifique cadeau, bien sûr, de CR7. Et en parlant de Cristiano Ronaldo, est officiel, la FIFA reconnaît Cristiano Ronaldo comme étant le meilleur buteur du monde en 2023, parce que Ronaldo, il a marqué, vous savez, 54 buts, mais il y a eu 6 buts qui ont été inscrits dans une compétition qui n'avait pas été reconnue par la FIFA, et la FIFA, en gros, a mis un communiqué pour dire que oui, Ronaldo finit bien meilleur buteur de cette année, enfin de l'année dernière, à l'année 2023, devant Mbappé et Harry Kane, les deux sont à 52 buts, et Erling Haaland 50 buts, et Denis Bouanga, lui 40 buts du côté des Los Angeles. Donc voilà, Ronaldo tout en tête, bien sûr, par rapport à l'année dernière. Et toujours, tiens, vu que l'on parle de Ronaldo, et le passage de CR7 au Real Madrid est stratosphérique. Un petit rappel de son parcours au Real, 438 matchs pour 450 buts. Donc il a plus marqué que joué le match, mais on peut rajouter aussi 132 passes D. C'est fou, Donc il a gagné 4 Ligues des Champions et 4 Ballons d'Or. Voilà Ronaldo. Donc il avait quitté le club, on se souvient, en 2018 pour rejoindre la Juventus Turin. Et en parlant toujours de Ronaldo, donc son successeur bientôt, même si CR7 toujours en activité, Cristiano Ronaldo. Cristiano Junior plutôt, donc joue du côté des catégories jeunes de Al-Nassr. On peut voir qu'il a fait la célébration à la Marcus Rashford. Officiel le 11 de l'année 2023 concocté par nos abonnés, et on finit avec ça aujourd'hui. Souvenez-vous, là les derniers jours, j'ai montré à chaque fois sur le Twitter Instant Foot, il faisait en gros l'équipe de l'année, à chaque fois c'était un sondage par rapport au meilleur gardien, meilleur milieu, tout ça. Voilà, c'est ça en gros. Mike Maignan au but par rapport au meilleur gardien de l'année dernière, avec Théo Hernandez défenseur gauche, Saliba, Araujo et Hakimi en défense, deux sentinelles, Declan Rice et Rodri, Bellingham en 10, Mbappé à gauche, Antoine Griezmann préféré à Léo Messi, ailier droit, et Erling Haaland en attaque. Donc voilà, c'est les fans, on va dire, sur Instant Foot qui ont voté pour cette équipe qui est pas mal. Bon, après il y a peut-être 2 ou 3 joueurs qu'on peut discuter, mais sinon le reste, bien sûr, ça a été très solide sur l'année dernière. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.